Le 14 septembre 1974, Julien Morel, 7 ans, sort jouer derrière la ferme familiale près de Rennes. Sa mère le voit franchir la lisière de la forêt de Paimpont vers 15 heures. À 17 heures, elle appelle son nom sans obtenir de réponse. À 18h30, les gendarmes commencent les recherches. On ne reverra jamais Julien vivant. Pendant 15 ans, sa disparition reste un mystère absolu. Aucune trace, aucun témoin, aucun indice. Puis en 1989, lors du défrichage d'une zone marécageuse, un ouvrier découvre un cahier d'écolier protégé par du plastique. À l'intérieur, des dessins d'enfants racontent une histoire qui glace le sang. Page après page, Julien semble avoir documenté ses derniers jours dans la forêt. Des silhouettes mystérieuses, une cabane dissimulée, des dates griffonnées d'une main tremblante. Les enquêteurs examinent chaque dessin avec stupeur. Tout correspond au lieu de recherche de 1974, pourtant jamais exploré en profondeur. Mais le plus troublant reste la dernière page du cahier, datée du 3 octobre 1974, soit 19 jours après la disparition. Cette date pose un problème majeur aux enquêteurs. Si Julien a survécu près de 3 semaines dans la forêt, pourquoi n'a-t-il jamais crié, jamais cherché à rentrer chez lui? Les dessins montrent une cabane, des provisions, comme si quelqu'un l'avait retenu. Sur la dernière page, un dessin représente une porte fermée et ces mots maladroitement écrits « Papa va venir me chercher ». Mais le père de Julien était mort 2 ans avant la disparition. Qu'avait vraiment vécu cet enfant dans la forêt de Paimpont? En septembre 1974, la France vit encore sous le choc du premier choc pétrolier. Dans les campagnes bretonnes, la vie suit son rythme tranquille, loin de l'agitation des villes. La famille Morel habite une ferme isolée à 8 km de Paimpont, au cœur d'un paysage de landes et de bois. Robert Morel est décédé en 1972 dans un accident agricole. Sa veuve Marcelle élève seule Julien et sa sœur aînée Claire, 14 ans. La famille vit modestement mais dignement. Julien est un enfant calme, rêveur qui passe des heures à dessiner dans ses cahiers d'école. Ce samedi 14 septembre, Marcel prépare des conserves dans la cuisine. Julien demande la permission d'aller jouer dehors. Il connaît bien les environs immédiats de la ferme. Sa mère pose une seule condition, ne pas dépasser le vieux chêne, à 100 mètres de la maison. Julien promet et sort avec son petit sac contenant des billes et un carnet de dessin. Marcel le voit s'éloigner tranquillement vers la lisière. Elle ne s'inquiète pas. Julien joue souvent seul dans le pré. Il rentre toujours avant le dîner. Mais ce jour-là, quelque chose de terrible va se produire dans la forêt de Paimpont. Vers 17 heures, Marcel appelle Julien pour le goûter. Pas de réponse. Elle sort, marche jusqu'au chêne. Rien. Elle appelle plus fort, scrute les bois. Le silence de la forêt devient oppressant. À 17h30, elle alerte sa fille Claire, qui parcourt les environs en criant le nom de Julien. Toujours rien. À 18h, Marcel court chez les voisins, les Leblanc, à 2 km. Monsieur Leblanc téléphone immédiatement à la gendarmerie de Paimpont. À 18h45, les premiers gendarmes arrivent à la ferme Morel. Les recherches commencent dans la pénombre. La nuit tombe rapidement en cette mi-septembre. Les gendarmes fouillent avec des lampes torches, appelant sans cesse le prénom de Julien. Des voisins arrivent pour aider. On forme des groupes qui battent les sous-bois autour de la ferme. La forêt de Paimpont est vaste, dense, parsemée de marécages dangereux. Un enfant de 7 ans peut facilement s'y perdre. Marcel Morel est en état de choc. Elle répète inlassablement que Julien connaît la règle, qu'il ne va jamais loin. Claire pleure sans s'arrêter. Vers minuit, on interrompt les recherches. Il fait trop noir, c'est trop dangereux. On reprendra au lever du jour. Le dimanche 15 septembre, dès l'aube, une battue massive est organisée. Plus de 100 personnes participent, venues des villages alentours. Des chiens policiers arrivent de Rennes. On quadrille méthodiquement la zone autour de la ferme. Les chiens perdent rapidement la trace de Julien près d'un ruisseau, à environ 200 mètres de la maison, comme si l'enfant avait disparu dans l'eau ou avait été transporté. Cette découverte glace les enquêteurs. Si Julien a été enlevé, il peut être n'importe où. Si l'eau l'a emporté, on ne retrouvera peut-être jamais son corps dans les marécages. Avant de poursuivre cette enquête troublante, dites-nous en commentaire de quelle ville vous suivez cette histoire. Nous racontons chaque semaine des affaires non résolues qui ont marqué la France, des disparitions mystérieuses aux enquêtes restées sans réponse. Si vous voulez découvrir d'autres récits comme celui de Julien Morel, abonnez-vous à la chaîne.
Et si cette affaire vous intrigue déjà, laissez un like pour nous encourager à continuer ces investigations dans les zones d'ombre de notre histoire. Maintenant, replongeons dans la forêt de Paimpont, en ce mois de septembre 1974, où les recherches vont durer des semaines sans rien donner. Les recherches se poursuivent pendant 10 jours avec une intensité décroissante. Chaque jour, des dizaines de bénévoles fouillent la forêt. On drague les étangs, on explore les anciennes carrières abandonnées. Les gendarmes interrogent tous les habitants dans un rayon de 20 km. Personne n'a rien vu, rien entendu. Aucun véhicule suspect n'a été signalé sur les routes ce samedi-là. La piste de l'enlèvement s'éloigne progressivement. Reste l'hypothèse de l'accident, celle d'un enfant perdu dans la forêt, blessé, incapable de répondre aux appels. Mais après 10 jours, les espoirs de retrouver Julien vivant sont infimes. L'adjudant-chef Pierre Gardel dirige l'enquête depuis la gendarmerie de Paimpont. Cet homme de 52 ans connaît parfaitement la région. Il a grandi dans ces bois, chassé dans ces sous-bois pendant des années. Pour lui, un enfant de 7 ans ne peut pas survivre longtemps seul dans la forêt en septembre. Les nuits sont déjà fraîches, il n'y a rien à manger. Si Julien s'est perdu, on aurait dû retrouver son corps rapidement. Si quelqu'un l'a enlevé, pourquoi aucune demande de rançon? La famille Morel n'a pas d'argent. Gardel est convaincu que la réponse se trouve dans la forêt, mais où exactement? Le 24 septembre, soit 10 jours après la disparition, on découvre une première trace de Julien. Un promeneur trouve une bille bleue près d'un sentier, à 800 mètres de la ferme. Marcel Morel identifie formellement cette bille. Elle faisait partie du petit sac de Julien. Les recherches se concentrent immédiatement dans ce secteur. On fouille chaque buisson, chaque creux de terrain. Mais on ne trouve rien d'autre. Cette bille isolée pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment est-elle arrivée là? Julien l'a-t-il fait tomber en jouant ou l'a-t-il laissé volontairement comme un indice? Le lendemain, un habitant de Paimpont se présente à la gendarmerie. Il affirme avoir vu un homme étrange rôder près de la forêt le 14 septembre en début d'après-midi. Un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'un blouson sombre, qui semblait observer la lisière des bois. Le témoin ne peut donner plus de précision. Il n'a pas vu de véhicule, ne se souvient pas du visage. L'adjudant-chef Gardel reste sceptique. Ce genre de témoignage surgit toujours après une disparition médiatisée. Des dizaines de personnes vont appeler dans les jours suivants pour signaler des inconnus suspects. Pourtant, il note soigneusement ces informations dans son registre. Les médias s'emparent de l'affaire. Ouest France publie un long article le 26 septembre avec la photo de Julien, un enfant blond aux yeux clairs, souriant, tenant un dessin qu'il vient de terminer. Le journal titre « Où est Julien Morel ?» La famille lance un appel à témoins désespérés. Marcel supplie quiconque détient des informations de se manifester. Elle promet qu'elle ne porte plainte contre personne, qu'elle veut juste récupérer son fils. Claire, la sœur aînée, distribue des tracts dans tous les villages. Sur chaque tract, la photo de Julien et un numéro de téléphone. Des centaines d'exemplaires sont affichés dans toute l'île et Vilaine. Le 30 septembre, les recherches officielles sont suspendues. Après 16 jours d'efforts intenses, les gendarmes n'ont plus de pistes à exploiter. La forêt a été ratissée sur plusieurs kilomètres carrés. Les étangs ont été sondés. Les grottes connues ont été explorées. Il ne reste plus qu'à attendre qu'un promeneur tombe par hasard sur quelque chose. L'adjudant-chef Gardel classe l'affaire en disparition inquiétante. Il continue ses investigations, mais sans moyens supplémentaires. Pour l'opinion publique, Julien Morel rejoint la longue liste des enfants disparus dont on ne retrouve jamais la trace. Marcel refuse d'organiser des obsèques. Tant qu'on n'a pas de corps, son fils est vivant quelque part. Les semaines passent dans une attente insoutenable pour la famille. Octobre arrive, puis novembre. Les feuilles tombent, dévoilant la forêt sous un nouveau jour. Des chasseurs parcourent les bois chaque week-end. Gardel leur demande de rester vigilants, de signaler toute découverte suspecte. Mais l'automne passe sans rien révéler. L'hiver 1974 est particulièrement rigoureux. La neige recouvre la forêt de Paimpont pendant des semaines. Si le corps de Julien s'y trouve, il est désormais inaccessible jusqu'au printemps. Marcel sombre dans une dépression profonde. Claire abandonne le lycée pour s'occuper de la ferme et de sa mère. La vie de cette famille est brisée. Au printemps 1975, quand la neige fond, des recherches informelles reprennent. Des bénévoles,
Souvent des parents d'élèves de l'école de Julien continuent de fouiller la forêt le dimanche. Ils ne trouvent rien. L'été passe, puis un nouvel automne. Progressivement, l'affaire Morel s'efface des conversations. D'autres drames surviennent, d'autres actualités occupent l'attention. Seule la famille continue de chercher, d'espérer contre toute logique. L'adjudant-chef Gardel prend sa retraite en 1976. Il laisse un dossier complet à son successeur, mais aucune piste sérieuse. Le mystère de la disparition de Julien Morel semble destiné à rester entier pour l'éternité. Pourtant, quelque part dans la forêt de Paimpont, un petit cahier d'écolier attend d'être découvert. Protégé par du plastique, enfoui sous des feuilles mortes et de la mousse, il contient des dessins qui racontent une histoire terrifiante. Des dessins réalisés par un enfant de 7 ans pendant les jours qui ont suivi sa disparition. Des dessins que personne ne verra pendant 15 longues années. Des dessins qui vont rouvrir l'affaire de la manière la plus bouleversante qui soit. Mais en 1975, personne ne sait encore que ce cahier existe. La forêt garde son secret silencieuse et impénétrable. La vie reprend tant bien que mal à la ferme Morel. Marcel survit plus qu'elle ne vit. Elle garde la chambre de Julien intacte, ses jouets rangés, ses dessins accrochés au mur. Chaque année, le 14 septembre, elle dépose des fleurs à l'endroit où Julien a été vu pour la dernière fois. Claire se marie en 1978 et quitte la ferme, incapable de supporter plus longtemps l'atmosphère de deuil impossible. Marcel reste seul avec ses souvenirs et ses questions sans réponse. Pourquoi son fils? Qu'est-il devenu? Est-il mort rapidement ou a-t-il souffert? Ces interrogations la hantent jour et nuit, sans jamais trouver de réponse. Les années 80 arrivent. L'affaire Morel n'est plus qu'une vieille histoire que les anciens de Paimpont racontent parfois. Les nouveaux gendarmes en poste ne connaissent même pas les détails du dossier. La forêt continue sa vie, indifférente aux drames humains. Les arbres grandissent, les sentiers changent, la nature reprend ses droits sur les zones autrefois fouillées. Personne ne se doute qu'en 1989, un simple défrichage va tout changer. Personne n'imagine qu'un ouvrier forestier va découvrir quelque chose qui relancera l'enquête de la manière la plus inattendue. Mais pour l'instant, en cette fin des années 70, Julien Morel n'est plus qu'un fantôme dans la mémoire collective de la région. Lorsque l'adjudant-chef Pierre Gardel commence son enquête, le 15 septembre 1974, il applique une méthode rigoureuse. Il interroge d'abord longuement Marcel Morel. Quelle était l'humeur de Julien ce jour-là? Avait-il mentionné quelqu'un récemment? Y avait-il eu des événements inhabituels dans les jours précédents? Marcel répond calmement malgré son angoisse. Julien était comme d'habitude, peut-être un peu plus silencieux depuis la rentrée scolaire. Il n'avait parlé de personne en particulier. Tout semblait normal. Cette normalité même inquiète Gardel. Les enlèvements sont généralement précédés de signes, de rôdeurs, de tentatives d'approche. Ici, rien. Gardel interroge ensuite Claire, la sœur de Julien. La jeune fille de 14 ans est effondrée. Elle raconte que Julien dessinait beaucoup ces derniers temps. Des arbres, des animaux, des cabanes imaginaires. Il lui avait dit qu'il voulait construire une vraie cabane dans les bois, comme dans les livres d'aventure. Claire ne l'avait pas prise au sérieux. Maintenant, elle se demande si Julien n'a pas tenté de réaliser ce projet seul. A-t-il pénétré plus profondément dans la forêt qu'autorisé? S'est-il perdu en cherchant l'endroit idéal pour sa cabane? Cette hypothèse séduit Gardel. Elle expliquerait pourquoi l'enfant s'est éloigné de la zone sécurisée. Les gendarmes interrogent tous les habitants proches de la ferme Morel. Les Leblanc, voisins les plus proches, n'ont rien remarqué d'anormal le 14 septembre. Monsieur Leblanc travaillait dans ses champs, sa femme faisait la lessive. Ils n'ont vu aucun véhicule inconnu sur le chemin de terre menant à la ferme. Les autres voisins, plus éloignés, confirment tous la même chose. Une journée ordinaire, sans incident. Gardel fait dresser la liste de tous les propriétaires de véhicules dans un rayon de 50 km. C'est un travail titanesque qui ne mènera à rien. Aucun conducteur ne peut être relié à la disparition de Julien. Le 18 septembre, Gardel reçoit un appel d'un instituteur de Paimpont. Monsieur Dupuis a eu Julien comme élève l'année précédente. Il se souvient d'un détail troublant. En juin 1974, Julien avait dessiné une scène étrange. Un enfant seul dans une forêt, devant une maison sans fenêtre. Quand Dupuis lui avait demandé ce que représentait ce dessin, Julien avait répondu que c'était la maison où il irait si papa revenait. L'instituteur avait trouvé cela triste mais normal pour un enfant endeuillé.
Maintenant, avec le recul, cette phrase prend une dimension inquiétante. Quelle maison? Où? Gardel note soigneusement ces informations. Cette révélation pousse Gardel à explorer une nouvelle piste. Et si Julien avait réellement cru que son père pouvait revenir? Les enfants de 7 ans ont parfois du mal à comprendre la mort. Peut-être Julien s'est-il enfoncé dans la forêt en cherchant cette maison imaginaire où son père l'attendrait. Cette hypothèse, aussi triste soit-elle, a le mérite de la cohérence. Elle expliquerait pourquoi Julien n'a pas répondu aux appels. Il cherchait activement quelque chose, concentré sur sa quête impossible. Gardel demande aux équipes de recherche de se concentrer sur les ruines et vieilles bâtisses abandonnées dans la forêt. Il y en a plusieurs, vestiges de fermes du 19e siècle. Les 20 et 21 septembre, les gendarmes explorent systématiquement 5 ruines situées dans un rayon de 3 km autour de la ferme Morel. La première est un ancien moulin effondré près d'un ruisseau. Rien. La deuxième, une cabane de charbonnier en pierre à moitié écroulée. Rien. La troisième, les fondations d'une fermette incendiée dans les années 50. Rien. La quatrième, un abri de chasse délabré. Rien. La cinquième, une étrange construction en pierre sèche, très ancienne, probablement médiévale. Rien non plus. Chaque fouille se termine sur une déception. Si Julien a cherché une maison, il ne l'a jamais trouvée. Ou alors, il a découvert un lieu que les enquêteurs ignorent encore. Gardel élargit ensuite son enquête aux personnes ayant un casier judiciaire dans la région. Il fait vérifier les antécédents de tous les hommes seuls vivant dans un rayon de 30 km. 3 individus attirent l'attention. Le premier est un ancien condamné pour vol installé à Mauron. Son alibi pour le 14 septembre est vérifiable. Il travaillait dans un garage, plusieurs témoins le confirment. Le deuxième est un homme aux troubles psychiatriques légers, vivant isolé près de Tréoranteuc. Les gendarmes lui rendent visite. L'homme est fragile mentalement, mais inoffensif. Il n'a pas de véhicule, vit seul avec ses poules. Impossible qu'il ait enlevé Julien. Le troisième est rapidement écarté pour les mêmes raisons. La piste criminelle piétine. Gardel commence à se convaincre que Julien s'est simplement perdu dans la forêt. Un accident tragique, pas un crime. Il intensifie les recherches dans les zones marécageuses, pensant que l'enfant a pu tomber dans un trou d'eau et se noyer. Des plongeurs sondent plusieurs étangs profonds. Ils remontent de la boue, des branches, parfois des ossements animaux. Jamais rien qui ressemble à un corps d'enfant. Ces plongées sont épuisantes et dangereuses. Après une semaine, Gardel doit les interrompre. Les moyens s'épuisent, les équipes sont fatiguées. Il faut se rendre à l'évidence. Sans indice supplémentaire, impossible de retrouver Julien. Le 28 septembre, Gardel reçoit un coup de téléphone qui va le hanter pendant des années. Un homme qui refuse de donner son nom affirme avoir vu Julien monter dans une camionnette blanche le 14 septembre vers 15h30. Le mystérieux correspondant décrit le véhicule, ancien avec des taches de rouille, immatriculé dans le Morbihan. Puis il raccroche. Gardel tente de faire localiser l'appel, en vain. Il était trop court. S'agit-il d'un vrai témoin qui a peur de s'impliquer ou d'un mythomane? Gardel lance quand même des recherches sur les camionnettes blanches immatriculées dans le Morbihan. Il y en a des centaines. Aucune ne peut être reliée à Paimpont, le 14 septembre. Cette piste s'évanouit comme les autres. Gardel se retrouve avec un dossier rempli d'informations contradictoires, de témoignages invérifiables, d'hypothèses qui ne mènent nulle part. Il est convaincu que la vérité se trouve quelque part dans ces pages, mais il ne parvient pas à la voir. La frustration le ronge. Il connaît cette forêt par cœur. Il a interrogé des dizaines de personnes, organisé des recherches massives. Pourtant, Julien Morel reste introuvable. Vivant ou mort, l'enfant a disparu sans laisser de traces exploitables. Gardel classe le dossier en octobre 1974, mais il continue à y penser chaque jour jusqu'à sa retraite 2 ans plus tard. Après le départ de Gardel, l'affaire Morel tombe progressivement dans l'oubli administratif. Son successeur, le lieutenant Moreau, hérite du dossier mais n'a jamais connu l'intensité des premiers jours. Pour lui, c'est un cold case parmi d'autres, une enquête figée qui ne bougera que si un élément nouveau surgit. Or, rien ne surgit pendant des années. Le dossier dort dans une armoire de la gendarmerie de Paimpont, prenant la poussière. Quelques fois par an, Marcel Morel téléphone pour demander s'il y a du nouveau. La réponse est toujours la même. « Non, madame, nous n'avons rien. » Ces appels espacés rappellent aux gendarmes qu'une mère attend encore, 15 ans après les faits.
Entre 1975 et 1980, plusieurs fausses pistes vont brièvement relancer l'enquête avant de se révéler sans issue. La première survient en mars 1975. Un corps d'enfant est découvert dans un étang à 40 km de Paimpont. Marcelle Morel est immédiatement prévenue. Elle doit se rendre à la morgue pour une éventuelle identification. Le trajet est un calvaire. Dans sa tête, elle oscille entre l'espoir terrible d'en finir avec l'incertitude et la peur de voir le cadavre de son fils. À la morgue, elle regarde le corps avec attention. Ce n'est pas Julien. L'enfant retrouvé est plus jeune, roux, avec une morphologie différente. Le soulagement se mêle à la déception. L'attente continue. En août 1976, un homme est arrêté dans le Finistère pour des agressions sur mineurs. Pendant son interrogatoire, il mentionne vaguement un enfant qu'il aurait vu près de Paimpont en 1974. Les gendarmes de Quimper alertent immédiatement leurs collègues d'Ille-et-Vilaine. Le lieutenant Moreau interroge le suspect pendant des heures. L'homme finit par avouer qu'il a inventé cette histoire pour négocier sa peine. Il n'a jamais mis les pieds à Paimpont. Il ne sait rien sur Julien Morel. Il a juste lu un vieil article de journal et a pensé que prétendre avoir des informations lui donnerait un avantage. Moreau classe cette piste avec dégoût. Les prédateurs utilisent même les tragédies des autres pour leur manipulation. L'année 1977 apporte une nouvelle désillusion. Un randonneur découvre des ossements dans la forêt de Paimpont, à environ 5 km de la ferme Morel. Immédiatement, la gendarmerie mobilise une équipe médico-légale. Les ossements sont exhumés avec précaution, photographiés, catalogués. Marcel est de nouveau contactée. On lui demande si Julien avait des particularités dentaires. Elle fouille dans ses souvenirs, mentionne une dent de lait qui tardait à tomber. L'analyse des ossements prend 2 semaines. Puis le verdict tombe. Il s'agit de restes d'animaux, probablement un chevreuil mort naturellement. Encore une fausse alerte qui ravive la douleur sans apporter de réponse. Un événement troublant se produit en novembre 1978. Une voyante contacte la gendarmerie. Elle prétend avoir eu une vision concernant Julien Morel. Selon elle, l'enfant se trouve près d'une source, sous des rochers, à l'est de la ferme familiale. Elle décrit précisément un lieu avec 3 chaînes formant un triangle. Le lieutenant Moreau est sceptique face à ces méthodes, mais la pression de Marcelle Morel le pousse à vérifier. Une équipe se rend dans la zone décrite. Effectivement, il existe un endroit correspondant à la description. 3 vieux chênes, une source, des rochers. On fouille pendant 2 jours. On ne trouve absolument rien. La voyante a simplement décrit un lieu commun dans la forêt bretonne. Les faux témoignages se multiplient avec les années. En 1979, une femme de Rennes affirme avoir vu Julien dans un supermarché, vivant, en compagnie d'un couple inconnu. Elle a attendu 5 ans pour parler parce qu'elle n'était pas sûre. Moreau vérifie quand même. La femme ne peut fournir aucun détail précis sur le couple. Elle n'a pas noté de plaque d'immatriculation. Elle ne peut même pas dire de quelle couleur étaient les cheveux de l'enfant aperçu. Son témoignage est inutilisable. Moreau classe sans suite. Ces fausses pistes épuisent les ressources et donnent de faux espoirs à la famille. Chaque fois, Marcel pense que c'est la bonne. Chaque fois, elle replonge dans le désespoir. En 1980, un journaliste d'Ouest France décide de rouvrir médiatiquement l'affaire Morel pour les 6 ans de la disparition. Il publie une grande enquête sur plusieurs jours avec de nouvelles photos, des interviews de la famille. L'article génère des dizaines d'appels à la rédaction. Des gens prétendent avoir vu Julien partout, à Paris, à Marseille, en Belgique, même en Espagne. Chaque signalement est transmis à la gendarmerie. Chacun est vérifié dans la mesure du possible. Aucun ne correspond à Julien. Ce déferlement médiatique apporte plus de confusion que d'éclaircissement. Moreau demande au journal de ne plus publier sur cette affaire. Le silence retombe sur le dossier Morel. Une théorie persistante circule dans la région. Julien aurait été enlevé par des gens du voyage qui traversèrent la Bretagne en septembre 1974. Cette hypothèse repose uniquement sur des préjugés. Aucun élément du dossier ne la soutient. Aucun campement de gens du voyage n'était installé près de Paimpont à cette période. Aucun témoignage ne mentionne de roulotte ou de caravane suspecte. Pourtant, cette rumeur perdure pendant des années, alimentée par l'ignorance et le besoin de trouver un coupable. Moreau doit régulièrement démentir cette théorie infondée. Mais dans les conversations de bistrot, elle continue à circuler comme une vérité établie.
Certains habitants développent leur propre théorie. Julien se serait noyé dans un des nombreux trous d'eau cachés de la forêt. Son corps aurait été emporté par les courants souterrains, enterré sous la vase. Cette explication rassure d'une certaine manière. Elle transforme le drame en accident naturel, sans responsable humain. Mais les plongeurs qui ont exploré les principaux étangs en 1974 n'ont rien trouvé. Et même dans les marécages les plus profonds, un corps finit généralement par remonter ou être découvert par hasard. Or, 15 ans après, rien n'a émergé. Cette théorie ne convainc pas le lieutenant Moreau, qui reste persuadé qu'il manque une pièce essentielle au puzzle. En 1982, une nouvelle génération de gendarmes arrive à Paimpont. Pour eux, l'affaire Morel appartient au passé. Le dossier dort dans les archives. Plus personne n'y pense vraiment, sauf Marcel qui vieillit seul dans sa ferme. Elle a maintenant 58 ans. Ses cheveux ont blanchi. Son visage porte les stigmates de 15 années d'attente. Chaque matin, elle regarde par la fenêtre vers la forêt et se demande où repose son fils. Chaque soir, elle s'endort avec la même question sans réponse. Sa fille Claire vient la voir une fois par mois. Elle ne parle presque plus de Julien. Le chagrin s'est transformé en silence. Les années 80 marquent le début de l'informatisation des dossiers criminels en France. Le lieutenant Moreau fait numériser les principales pièces du dossier Morel. Photos, témoignages, rapports de recherche, tout est scanné et archivé. Cette modernisation devrait faciliter les futures investigations. Mais en réalité, le dossier reste fermé. Aucun juge n'ouvre d'instruction. Aucun avocat ne réclame la reprise de l'enquête. L'affaire Morel est devenue un symbole des mystères non résolus de la région. Les vieux de Paimpont la racontent aux jeunes comme une légende locale. L'enfant qui a disparu dans la forêt magique et n'est jamais revenu. Progressivement, même Marcel perd espoir. En 1985, elle envisage pour la première fois d'organiser une cérémonie du souvenir. Pas des obsèques officielles, elle ne peut pas s'y résoudre, mais quelque chose qui marquerait les 11 ans de la disparition. Elle en parle au curé de Paimpont. Celui-ci comprend sa douleur et accepte d'organiser une messe commémorative. Le 14 septembre 1985, une trentaine de personnes se rassemblent dans la petite église. On prie pour Julien. On prie pour que sa mère trouve la paix. Marcel pleure silencieusement, mais dans son cœur, une petite flamme refuse encore de s'éteindre. Quelque part, elle sait que la vérité finira par surgir. Le 12 mars 1989, 15 ans après la disparition de Julien, un événement extraordinaire se produit. L'Office national des forêts lance des travaux de défrichage dans une zone marécageuse de la forêt de Paimpont. Cette zone, située à environ 3 km de la ferme Morel, n'avait jamais été vraiment explorée en 1974. Trop dangereuse, trop instable, parsemée de bourbiers traîtres. Les recherches de l'époque s'étaient concentrées sur les zones accessibles. Aujourd'hui, des engins modernes permettent de drainer et d'assainir ce secteur pour le transformer en sentier de randonnée. Les travaux débutent sous un ciel gris, typiquement breton. Vers 11 heures, un ouvrier forestier nommé Michel Tanguy travaille à la débroussailleuse près d'un vieux chêne mort. En dégageant un amas de fougères et de ronces, sa machine heurte quelque chose de dur. Il s'arrête, se penche, écarte les végétaux à la main. Sous une épaisse couche de mousse et de feuilles pourries, il découvre un paquet enveloppé dans du plastique transparent épais. Le plastique est jauni par le temps, mais intact. À l'intérieur, on distingue nettement un cahier d'écolier. Tanguy appelle son chef de chantier. Tous deux examinent l'objet sans y toucher. Quelque chose dans cette découverte leur paraît anormal. Pourquoi un cahier là, protégé ainsi? Le chef de chantier décide d'appeler la gendarmerie par précaution. À 13 heures, 2 gendarmes arrivent sur place. Ils examinent le paquet avec attention. Le plastique semble avoir été soigneusement fermé, comme pour protéger le contenu de l'humidité. Ils photographient la scène, notent l'emplacement exact, puis ils ramassent délicatement le paquet et le transportent à la gendarmerie de Paimpont. Là, dans une salle d'examen, ils ouvrent précautionneusement le plastique. À l'intérieur, un cahier Clairefontaine à petits carreaux, un peu gondolé mais lisible. Sur la couverture, écrit au stylo bleu d'une écriture enfantine, « Julien Morel, CE1 ». Le silence tombe dans la pièce. Tous les gendarmes présents connaissent ce nom. Certains sont trop jeunes pour avoir participé aux recherches de 1974, mais tous ont entendu parler de l'affaire. Le lieutenant Moreau, toujours en poste 15 ans plus tard, est immédiatement alerté. Il arrive en courant.
Quand il voit le cahier, ses mains tremblent légèrement. Il enfile des gants, ouvre la première page. Des dessins d'enfants, des arbres, des animaux, des bonshommes. Puis des annotations, des dates. La première date inscrite est le 15 septembre 1974, le lendemain de la disparition. Moreau sent son cœur s'accélérer. Ce cahier a été écrit après que Julien a disparu. Page après page, le lieutenant découvre un récit visuel terrifiant. Le 15 septembre, Julien a dessiné la forêt, un soleil, et lui-même seul sous un arbre. Légende maladroite, je suis perdu. Le 16 septembre, dessin d'une cabane en bois, très sommaire. Julien écrit « J'ai trouvé une maison ». Le 17 septembre, dessin de provisions, des boîtes, des bouteilles. Il écrit « Il y a à manger ici ». Le 18 septembre, dessin plus inquiétant. Une porte avec un cadenas dessiné de l'extérieur. Julien note « Je peux pas sortir ». Moreau comprend avec horreur que cet enfant n'était pas simplement perdu. Quelqu'un l'avait enfermé quelque part dans la forêt. Les dessins continuent, chacun daté. Le 19 septembre, Julien dessine une silhouette floue à travers ce qui ressemble à une fenêtre. Il écrit « Quelqu'un vient la nuit ». Le 20 septembre, dessin de nourriture déposée près de la porte. Il note « Il me donne à manger mais il parle pas ». Le 21 septembre, Julien dessine ce qui semble être une lampe ou une bougie. Il écrit « J'ai peur du noir ». Les dessins deviennent plus angoissés au fil des pages. Les traits sont moins assurés. L'écriture tremble. On sent qu'un enfant de 7 ans lutte contre la terreur de sa situation. Moreau doit s'arrêter plusieurs fois, bouleversé par ce témoignage posthume. Le 25 septembre, le ton change légèrement. Julien dessine une silhouette plus précise. Un homme grand avec un chapeau. Il écrit « Il dit que papa va venir ». Cette phrase glace Moreau. Le ravisseur utilisait manifestement la mémoire du père décédé pour manipuler l'enfant. Le 27 septembre, Julien dessine ce qui ressemble à des jouets. Une balle, un livre. Il note « Il m'a donné des jeux ». Le 29 septembre, dessin troublant. Julien se représente dormant et la silhouette de l'homme debout près de lui. Pas de texte cette fois, juste le dessin. Que se passait-il la nuit dans cette cabane? Moreau préfère ne pas imaginer. 1er octobre 1974, le dessin montre Julien pleurant, reconnaissable aux larmes bleues dessinées sur ses joues. Il écrit « Je veux maman ». Le 2 octobre, page presque vide. Juste un petit bonhomme recroquevillé dans un coin de la feuille. Pas de texte. Puis vient la dernière page datée du 3 octobre 1974. Le dessin représente une porte fermée vue de l'intérieur avec des planches clouées. Au bas de la page, de l'écriture tremblante, « Papa va venir me chercher ». C'est la dernière phrase écrite par Julien Morel. Après cette page, le cahier est vide. 19 jours après sa disparition, l'enfant a cessé d'écrire, soit parce qu'il n'avait plus la force, soit parce que quelque chose de terrible s'est produit. Moreau referme le cahier avec précaution. Il est 14h30. Il faut immédiatement relancer l'enquête. La découverte de ce cahier change absolument tout. Julien n'est pas mort accidentellement dans la forêt. Il a été enlevé, séquestré dans une cabane inconnue, maintenu en vie pendant au moins 19 jours. Un ravisseur l'a nourri, lui a parlé, a utilisé la mémoire de son père pour le contrôler. Puis, après le 3 octobre, Julien a disparu définitivement. Mort? Emmené ailleurs? Le cahier ne le dit pas. Moreau décroche son téléphone. Il doit prévenir Marcel Morel. 15 ans après, sa mère va enfin savoir ce qui est arrivé à son fils, du moins en partie. L'appel est le plus difficile que Moreau ait jamais passé. Il explique à Marcel qu'on a retrouvé le cahier de Julien, qu'il contient des informations sur ce qui s'est passé après sa disparition. Marcel ne dit rien pendant de longues secondes. Puis elle demande d'une voix blanche si son fils est vivant. Moreau doit dire la vérité. « Non, madame, nous pensons que Julien est décédé. Mais maintenant, nous savons qu'il a été enlevé. » Il lui propose de venir à la gendarmerie pour voir le cahier. Marcel accepte. 1 heure plus tard, cette femme de 65 ans franchit la porte de la gendarmerie de Paimpont, le visage fermé, prête à affronter la vérité après 15 années d'attente. La lecture du cahier par Marcel Morel est un moment d'une intensité insoutenable. Moreau la laisse seule dans une salle, avec le cahier posé devant elle. Pendant 40 minutes, Marcel tourne les pages lentement.
découvrant les dessins de son fils, ses mots maladroits, sa peur grandissante. Elle reconnaît son écriture, sa façon de dessiner les arbres avec des branches en zigzag. Elle voit la progression de l'angoisse page après page. Quand elle referme le cahier, elle a vieilli de 10 ans. Mais pour la première fois depuis 1974, elle sait. Son fils n'est pas mort seul dans la forêt. Il a été victime d'un prédateur. Cette certitude, aussi terrible soit-elle, met fin à l'incertitude. Immédiatement, Moreau relance l'enquête avec tous les moyens disponibles en 1989. Une équipe de techniciens examine le cahier pour trouver des empreintes digitales. Malheureusement, 15 ans passés dans la forêt humide ont effacé toute trace exploitable. Le plastique lui-même ne révèle aucune empreinte claire. L'analyse de l'encre confirme qu'il s'agit d'un stylo Bic standard, impossible à tracer. Le cahier Clairefontaine était vendu dans tous les magasins de France en 1974. Aucun élément matériel ne permet d'identifier le ravisseur. Le seul espoir réside dans la localisation de la cabane mentionnée dans les dessins. Si on la trouve, peut-être contiendra-t-elle des indices. Le 15 mars 1989, une nouvelle battue massive est organisée dans la forêt de Paimpont. Cette fois, les recherches se concentrent sur les cabanes, abris et constructions isolées. On mobilise 150 personnes, gendarmes, pompiers, volontaires. Avec les dessins de Julien comme guide, on cherche une structure en bois, suffisamment solide pour avoir une porte avec un cadenas, assez grande pour stocker des provisions. Les équipes fouillent méthodiquement chaque secteur. Elles découvrent plusieurs vieilles cabanes de chasseurs, des abris de bûcherons, même une ancienne cache de contrebandiers. Mais aucune ne correspond exactement aux descriptions du cahier. Et surtout, aucune ne contient de traces de Julien. Un détail du cahier intrigue particulièrement Moreau. Julien mentionne que son ravisseur venait la nuit. Cela signifie que l'homme ne vivait pas sur place en permanence. Il avait probablement une résidence normale, une vie ordinaire en apparence. Il se rendait à la cabane pour nourrir Julien et le surveiller. Cette hypothèse oriente l'enquête vers les habitants de la région en 1974. Moreau ressort les vieux dossiers, les listes de personnes interrogées à l'époque. Il cherche un homme seul, vivant près de la forêt, ayant accès à une cabane isolée. Plusieurs noms correspondent, mais tous ont des alibis ou sont décédés depuis. L'enquête piétine encore. Les médias s'emparent de l'affaire avec une intensité jamais vue. L'histoire du cahier retrouvé fascine toute la France. Les journaux titrent « Le cahier de l'horreur ». 15 ans après, Julien raconte son calvaire, l'enfant qui écrivait pour survivre. Les télévisions nationales viennent filmer la forêt de Paimpont. Des émissions de faits divers consacrent des reportages entiers à l'affaire. Ce déferlement médiatique génère des centaines d'appels à la gendarmerie. Certains sont utiles, la plupart sont inutiles. Une femme prétend avoir vu un homme étrange près de la forêt en 1974. Un ancien chasseur se souvient d'une cabane qu'il n'a jamais revue depuis. Chaque piste est vérifiée méthodiquement. Aucune ne mène au ravisseur. Un élément nouveau surgit fin mars 1989. Un ancien résident de Paimpont, parti vivre en région parisienne en 1975, contacte la gendarmerie après avoir vu un reportage télévisé. Il se souvient d'un homme bizarre qui habitait près de la forêt en 1974, un certain Bernard Corvec, menuisier de son état, vivant seul dans une maison isolée. L'homme avait environ 40 ans à l'époque, célibataire, avec une réputation d'ours solitaire. Le témoin se souvient qu'on le voyait souvent rôder dans les bois avec des outils. Moreau vérifie immédiatement cette information. Bernard Corvec est décédé en 1983 d'un cancer. Il ne peut plus être interrogé, mais son profil correspond parfaitement. Moreau se rend à l'ancienne maison de Bernard Corvec, maintenant occupée par de nouveaux propriétaires. Il demande l'autorisation de fouiller les dépendances. Les actuels habitants acceptent, intrigués. Dans un ancien atelier de menuiserie, derrière des planches empilées, Moreau découvre des outils, des clous rouillés, des chutes de bois, rien d'extraordinaire pour un menuisier. Mais dans un coin, sous une bâche, il trouve un objet troublant. Un vieux cadenas Yale identique à celui dessiné par Julien dans son cahier. Ce cadenas n'est pas une preuve formelle, mais il renforce les soupçons. Corvec connaissait la forêt, savait construire des cabanes, vivait seul, et possédait le type de cadenas utilisé pour enfermer Julien. Moreau épluche le passé de Bernard Corvec. L'homme n'avait aucun casier judiciaire, jamais marié, sans enfant connu, travailleur discret.
Ses anciens clients le décrivent comme compétent mais froid, peu bavard. Rien d'alarmant en apparence. Pourtant, un voisin se souvient que Korvek s'absentait parfois plusieurs jours d'affilée, prétendant aller chasser. Or, personne ne l'avait jamais vu ramener de gibier. Où allait-il vraiment? Moreau suspecte que Korvek possédait une cabane cachée quelque part dans la forêt, un lieu qu'il utilisait comme refuge. Après avoir enlevé Julien, il l'aurait enfermé là, pensant peut-être le garder indéfiniment. Mais quelque chose a mal tourné. La question qui hante Moreau est simple. Qu'est-il arrivé à Julien après le 3 octobre 1974? Le cahier s'arrête ce jour-là. 3 hypothèses sont possibles. Première hypothèse, Julien est mort de maladie, de faim ou de froid, et Korvek a enterré son corps quelque part dans la forêt. Deuxième hypothèse, Korvek a tué Julien volontairement, craignant que l'enfant soit découvert ou parle. Troisième hypothèse, Julien s'est évadé et s'est perdu dans la forêt, mourant seul quelque part où son corps n'a jamais été retrouvé. Moreau penche pour la première ou la deuxième hypothèse, mais sans le corps de Julien, impossible de savoir. La forêt garde encore ce secret. Les recherches de la cabane se poursuivent pendant tout le printemps 1989. Des équipes avec des chiens, des hélicoptères, même des géologues pour repérer d'éventuelles anomalies du sol. On explore des zones jamais fouillées en 1974. On découvre des dizaines d'abris, de caches, de ruines. Certains contiennent des objets anciens, bouteilles vides, outils rouillés, vêtements pourris. Mais aucun ne révèle de traces certaines de Julien. Progressivement, l'espoir de retrouver la cabane s'amenuise. 15 ans après, la nature a tout recouvert. Les planches ont pourri, les structures se sont effondrées. Même si on passait devant, on ne reconnaîtrait peut-être plus rien. La forêt reprend toujours ses droits. En juin 1989, Moreau prend une décision difficile. Il classe l'enquête comme résolue partiellement. Julien Morel a été enlevé le 14 septembre 1974, probablement par Bernard Korvek. Il a été séquestré dans une cabane inconnue pendant au moins 19 jours. Il est décédé avant ou après le 3 octobre 1974 dans des circonstances qui restent floues. Son corps n'a jamais été retrouvé malgré des recherches exhaustives. Le ravisseur, mort en 1983, ne peut plus être jugé. L'affaire est techniquement close, mais sans apporter toutes les réponses. Marcel Morel accepte cette conclusion avec dignité. Elle organise enfin des obsèques symboliques pour Julien le 14 septembre 1989, 15 ans jour pour jour après la disparition. Une petite pierre tombale est érigée dans le cimetière de Paimpont. L'affaire Julien Morel laisse un héritage douloureux dans toute la région. Marcel Morel décède en 1995, à l'âge de 71 ans, sans avoir jamais retrouvé le corps de son fils. Claire, sa fille, continue de visiter régulièrement le cimetière où repose la pierre symbolique. Chaque année, le 14 septembre, elle dépose des fleurs et se recueille. Pour elle, le cahier a été à la fois une malédiction et une bénédiction. Il a révélé l'horreur vécue par son petit frère, mais il a aussi mis fin à 15 années de questions insupportables. Maintenant, la famille sait. Cette certitude, même terrible, apporte une forme de paix impossible auparavant. La forêt de Paimpont garde ses mystères. Malgré toutes les recherches menées entre 1989 et 1995, la cabane où Julien a été séquestré n'a jamais été formellement identifiée. Le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. Bernard Korvek est mort en emportant ses secrets. Certains détails du cahier restent inexpliqués. Pourquoi Julien a-t-il écrit que son papa allait venir le chercher sur la dernière page? Korvek lui avait-il vraiment fait croire que son père décédé reviendrait? Ou l'enfant, désespéré, s'accrochait-il à un fantasme impossible? Ces questions resteront sans réponse. La forêt a englouti la vérité complète, ne laissant que des fragments d'une tragédie. Le cahier de Julien Morel est aujourd'hui conservé dans les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Des chercheurs en criminologie l'ont étudié comme un témoignage unique sur la psychologie d'un enfant enlevé. Ces dessins sont reproduits dans des ouvrages spécialisés. Mais pour les habitants de Paimpont, ce cahier reste avant tout le symbole d'une innocence brisée. L'histoire de Julien continue de circuler, transmise de génération en génération. Et si vous traversez un jour la forêt de Paimpont, rappelez-vous cette affaire. Commentez de quelle ville vous nous regardez, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères non résolus et laissez un like si cette enquête vous a touché. Quelque part sous les fougères et la mousse, peut-être dort encore un secret que personne n'a découvert.